Bienvenue donc sur cette première conférence du Tour de France du Vitiligo, conférence de presse. L'objectif de cette conférence, c'est de vous parler à la fois du Tour de France, de l'Association française du Vitiligo, donner la parole à plusieurs de nos on va dire, soutiens, personnalités scientifiques, et en particulier en direct aujourd'hui avec nous au professeur Alain Desedine du CHU de Créteil, qui nous parlera d'une récente étude qu'il a pu donc réaliser et qui révèle des choses tout à fait, on va dire, intéressantes. Ce que je vous propose dès à présent, c'est de pouvoir vous parler du premier Tour de France du Vitiligo. Vous allez être projeté sur le parcours, un parcours qui va se dérouler dans 18 villes étapes. C'est une première comme Tour de France pour le Vitiligo, mais je dirais de manière presque plus générale, une première pour les associations en matière de dermatologie. Peu ont fait ce type d'exercice. La maladie Verneuil l'a faite, mais pas dans cette ampleur. En tout cas, elle nous a aidé à pouvoir le construire. Merci. Ce que je vous propose next, alors il faut que je. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous parler de l'approche que l'on a en tant qu'association de patients. Pourquoi ce premier Tour de France du Vitiligo? Puis, d'autre part, les constats qu'on peut faire et d'autre part, les perspectives pour mieux prendre en charge le vitiligo. Alors, le vitiligo, c'est une maladie de dépigmentation de la peau. Si vous pouvez vous regarder, j'ai effectivement cette maladie sur les bras aussi, sur le corps. Et cette association a été créée le 26 décembre 91. Il fallait être vraiment très motivé parce que c'était le lendemain de Noël en 91 pour créer cette association dont l'objectif, et qui continue par être ses objectifs, informer, soutenir, défendre et agir pour la recherche. Vous avez les 3 logos de l'Association française du Vitiligo qui vient de rénover sa charte graphique, où au démarrage, il y a eu la girafe, mais on considère qu'on est plus des humains atteints d'une maladie qu'un animal. Donc, on a transformé le logo en un visage, et aujourd'hui, on est assez, on va dire, assez soutenant pour permettre de se dire aussi, il faut qu'on s'occupe de la maladie, et véritablement, l'un des objectifs aujourd'hui, c'est que la maladie, elle soit à la fois mieux connue, et puis d'autre part sur lequel on puisse aujourd'hui agir. Un fonctionnement associatif particulièrement exemplaire, avec un conseil d'administration fort de 14 membres extrêmement investis dans les activités, un comité scientifique lui aussi particulièrement impliqué et internationalement reconnu. Vous trouverez les membres du comité scientifique sur le site internet. Des relations avec les instances médicales et scientifiques particulièrement larges, la Société française de dermatologie, le syndicat national des dermatologues et vénérologues de France, les cohortes du type COPA dont on va parler tout à l'heure, et toute une série de laboratoires. Vous aurez la liste en fin de présentation. Et d'autre part, une action internationale de pointe, une première conférence internationale des associations de malades qui a été mise en place par l'AFV et qui a concouru à la création du Vitiligo International Patient Organization avec un S committee, dans la mesure où il y a 14 associations qui sont adhérentes aujourd'hui, 14 nations, et des participations extrêmement fréquentes, le plus régulièrement possible quand elles sont en présentiel, mais aussi en virtuel, aux Journées dermatologiques de Paris, à l'American Academy of Dermatology, au World Congress of Dermatology, et d'autre part au Vitiligo Task Force qui peuvent se réunir sur les aspects scientifiques. Une écoute extrêmement importante des malades du vitiligo qui est effectuée par les bénévoles de l'association, un site internet particulièrement et très actif, 80 000 visiteurs par an, près de 200 000 pages vues, un site complètement rénové qui vient d'être mis en page, et d'autre part, un groupe Facebook avec près de 10 000 followers qui en fait un des premiers groupes de patients en dermatologie sur la page Facebook en France. Plusieurs milliers donc de mails, de commentaires, d'appels téléphoniques par an auxquels nous répondons et qui nous permet de comprendre les besoins et les attentes des malades du vitiligo. Le constat de la situation que l'on peut faire à partir de tous ces éléments,
et ce n'est pas simplement nous qui le disons, mais c'est aussi les Vitiligo Task Force, c'est que le vitiligo est trop souvent rabaissé à une maladie cosmétique peu importante dont il n'est pas nécessaire de s'occuper. C'est encore trop largement quelque chose qui est inhérent et connu, enfin en tout cas une espèce de tautologie dans le monde médical. Et malheureusement, le vitiligo est une maladie auto-immune systémique qu'il faut prendre en charge le plus précocement possible pour tenter d'en limiter les effets. Ce que nous entendons aujourd'hui de manière extrêmement régulière, c'est l'errance diagnostique que les malades du vitiligo ont. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas la bonne réponse. Donc, il y a une multiplication des rendez-vous, que ce soit au niveau des médecins généralistes, des dermatologues de ville, une anxiété particulièrement forte par rapport à cette maladie qui est extrêmement évolutive, des demandes concernant où est-ce que je peux me soigner, une vision d'être handicapé, une exclusion aussi d'un certain nombre de groupes. On va le voir qu'il y a des chiffres particulièrement alarmants en la matière, et c'est un appel au secours, le désespoir, la dépression, et même le suicide, parce que c'est quelque chose qui peut amener les personnes à être particulièrement fragilisées jusqu'à effectivement à cette situation dramatique. Et le fardeau du vitiligo, et je le disais, il faut le prendre extrêmement tôt, il ne faut pas le négliger. Le fardeau du vitiligo est aussi important que celui est équivalent à d'autres maladies chroniques, qu'elles soient cutanées comme le psoriasis ou systémiques comme l'hypertension ou le diabète. Et on s'occupe du psoriasis, on s'occupe de l'hypertension, du diabète, peut-être parce qu'il y a des traitements, mais il y a aussi des traitements pour le vitiligo. Et nous souhaitons mettre en avant les fiches dramatiques que nous avons pu récolter avec l'aide du professeur Raled Zedine dans le cadre d'une enquête qui a été réalisée auprès des membres de l'Association française du vitiligo. C'est qu'au niveau du médical, c'est soit près de 70% des malades qui redoutent l'extension de la maladie et près de 60% qui se sentent abandonnés par la médecine en général et en plus par leurs médecins, ce qui signifie qu'on a véritablement des ruptures thérapeutiques extrêmement dramatique parce que le vitiligo, ça a d'autres conséquences et il faut soigner aussi ces autres conséquences. Au niveau personnel, des malades qui s'excluent, qui évitent de pratiquer des activités extérieures, de se montrer, qui sont anxieux de se regarder dans un miroir. Et messieurs, mesdames, quand vous regardez le matin, vous êtes face à un miroir. Donc ça signifie que vous avez près de la moitié des personnes qui, malades du vitiligo, sont anxieux à ce moment-là et au cours de toute la journée. C'est près de 36% des malades qui ont peur des premières rencontres à cause du vitiligo. Imaginons la situation des personnes qui sont adolescents, jeunes majeurs, dans cette situation-là, au niveau des tournants de leur vie personnelle. Et au niveau professionnel, plus de 42% des malades qui le vivent comme un handicap quotidien. Et nous avons des situations où les personnes ont pu être licenciées, ont pu être déclarées non même pas handicapées, mais licenciées parce qu'elles avaient un vitiligo et qu'on ne souhaitait pas qu'elles restent dans des situations en contact avec le public, en contact externe. Et donc, dans tout ça, pourquoi le premier tour de France du vitiligo? C'est principalement trois grands axes. C'est les professionnels de santé de la dermatologie, les malades et le grand public. Pour ce qui est des professionnels de la dermatologie, c'est véritablement rencontrer les équipes de dermatologie des CHU et les dermatologues libéraux pour mieux comprendre ensemble les fardeaux du vitiligo et la nécessité donc de la prise en charge. C'est connaître aussi les besoins locaux et régionaux en matière de prise en charge, parce qu'il existe de grandes disparités sur, par exemple, les cabines de photothérapie dans les différentes régions. C'est aussi de se poser la question avec les équipes médicales de quel soutien, quelles aides qui peuvent être apportées par l'Association française du vitiligo, qui, dans la mesure où elle a une véritable expertise en tant qu'association de malades, elle peut apporter, prend par exemple le maquillage correcteur ou l'assistance psychologique, un certain nombre de réponses ou de pistes de travail. D'autre part, c'est rencontrer et soutenir les malades dans les régions, bien évidemment. L'association tient annuellement une rencontre, les rencontres annuelles du vitiligo, qui se tiennent à Paris. Par contre, il est nécessaire de se déplacer et d'aller rencontrer les personnes au niveau donc, local. Et d'autre part, c'est informer le grand public sur les maladies et le vécu du malade pour qu'il n'y ait moins, ou en tout cas plus, d'ostracisation
qu'il n'y ait plus ou peu d'exclusion. Face à ce que l'AFV entend, les malades attendent des choses. Donc, par rapport à ce que nous disions, ce que nous attendons, c'est des rendez-vous médicaux adéquats et plus dire ça ne soigne pas ou c'est pas important ou c'est que cosmétique. Non, on a besoin de véritables rendez-vous médicaux. C'est qu'il y ait une explication de la maladie, voire une éducation thérapeutique dans la mesure où nous savons dès à présent que la maladie, quand on met en place un traitement, est un traitement qui sera au long cours. Il ne faut pas que le malade décroche, il faut qu'il connaisse les obligations ou les nécessités thérapeutiques. C'est d'autre part reconnaître la capacité que ça peut présenter et d'autre part arrêter et stopper les stigmatisations qui peuvent se faire jour. Et puis d'autre part, par rapport à l'ensemble du problème psychologique que ça représente, c'est une écoute transversale, une prise en charge psychologique, la prescription de prise en charge psychologique par les médecins et aussi mettre en place des actions de prévention. Voilà. Je laisserai la possibilité de nous poser des questions juste à la fin donc, de la conférence de presse.